Pour aborder maintenant un peu la question de mes productions scientifiques, je crois avoir mentionné que, en fait, je ne travaillais que sous la contrainte. Et c'est vrai que je suis très dépendante de sollicitations extérieures contrairement à Philippe qui lui travaille vraiment avec un projet un cap dans la tête et qui travaille de façon très systématique en fonction de ça. Moi, je suis très dépendante de sollicitations extérieures et c'est pour cette raison que ma production n'a pas un caractère vraiment linéaire et peut paraître très éclectique. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même des phases, disons des phases thématiques dans cette production et malgré tout une certaine continuité, ou plus exactement la persistance de certains attracteurs de certaines questions, en somme thématiques et théoriques, dans ce travail apparemment assez éclaté. Une phase, peut-être une des premières, non pas la première, mais une phase qui m'a beaucoup occupée, c'est la question de l'histoire. J'ai parlé déjà de la RCP Amazon. Et une des raisons pour lesquelles l'histoire du bloc Givaro en particulier, de la Haute-Amazonie en général m'intéressait, c'est que dans les débuts des années 80, souvenez-vous-en, c'était le début de l'émergence de l'ethnohistoire. Et en particulier en Amérique du Sud, l'idée que c'était un devoir, d'une certaine façon, de rendre leur histoire à ceux qui avaient été invisibles jusque-là. Évidemment, l'influence de Vachtel a beaucoup joué dans cette affaire, qu'il fallait absolument restituer l'histoire des gens qui, jusque-là, n'avaient pas eu droit au chapitre et essayer de faire de l'histoire, de la vraie historiographie classique en somme, mais sur des gens qui jusqu'ici n'avaient pas eu d'histoire ou dont on disait trop souvent qu'ils n'avaient pas d'histoire. Donc ça c'est une des raisons. Le, le travail de la RCP Amazon a abouti à ce livre qui s'appelle L'Inca, l'Espagnol et les Sauvages, que nous avons coécrit, Thierry Seigne, moi et France-Marie Kazevitz, à la suite d'un énorme travail d'archives en réalité, pour tenter de reconstituer un peu ce qui s'était passé dans ces régions juste avant, au moment de la conquête Inca, et juste après la conquête, jusqu'à, disons, la fin de la première période de colonisation ibérique. Ça, c'est une question qui. En fait, j'ai pas mal travaillé dans ce domaine. D'abord, j'adore le travail d'archives. Le fait est, le côté détective, trouvailles inespérées, les lieux où se trouvent les archives intéressantes pour la région, tout ça m'attirait beaucoup. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à travailler dans des archives à Rome, à Madrid, évidemment en Équateur, etc. Ce travail a nourri donc des éditions d'archives que j'ai faites en Équateur avec un collègue historien équatorien, Cristobal Landazuri. A nourri aussi un gros chapitre que j'ai écrit pour le Cambridge History of Native Peoples of South America,
édité par Franck Salomon et quelqu'un d'autre, j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui est très connu aussi. Et d'autres, et plusieurs articles. Il y avait plusieurs raisons à cet intérêt pour l'histoire. D'abord, l'histoire Givaro dans la longue durée. J'emploie le terme Givaro un peu à mon corps défendant parce qu'en réalité, par commodité, parce qu'ils sont connus sous ce nom-là, eux-mêmes n'aiment pas du tout cette appellation et insistent maintenant pour qu'on les appelle Cicciam-Haens, les gens de la parole, littéralement. Mais pour les besoins de la commodité, je vais malgré tout continuer à utiliser l'expression Givaro pour l'instant. Donc, leur histoire dans la longue durée est assez intrigante parce qu'on a de bonnes raisons de croire que des groupes de langue Givaro occupés jadis, au moment de la conquête et surtout avant, occupaient des zones une partie des zones andines. Autrement dit, vivaient dans les hautes terres. Donc ça, en soi, c'était déjà assez intriguant et avait peu à peu migré vers la forêt. Et puis l'expansion du groupe lui-même, toujours plus à l'est et au nord, était intéressante et elle était intrigante aussi, cette histoire, du fait de l'extraordinaire résistance de ce groupe aux tentatives de réduction d'abord missionnaire, mais aussi administrative, militaire, etc. Et le caractère relativement inchangé, pour autant qu'on puisse en juger, de leur culture depuis quasiment les débuts de la conquête. Une société donc très résiliente et en même temps qui a l'air de peu changer dans la mesure où les descriptions relativement détaillées qu'on a dans les chroniques hispaniques du XVIe siècle font émerger un tableau qui pourrait à la limite s'appliquer aux Givaro du début du XXe siècle. Donc ça en soi c'est un phénomène évidemment inhabituel en Amazonie et qui m'intéressait. Par ailleurs, il y a ce goût que j'ai toujours eu pour la narration historique et même pour la causalité historique. Et au fur et à mesure que je travaillais ce domaine, et plus je maîtrisais ou que je commençais à comprendre les dynamiques historiques dans cette région de la Haute-Amazonie, plus il m'apparaissait que ces processus de décomposition, de recomposition des zones de stabilité comme celle des Givaro dans cette vaste région, tout ça formait un système. Autrement dit, que la trajectoire de ces différents groupes, Givaro et tous ceux qui étaient autour, ne pouvait être rendue intelligible qu'en prenant en compte les rapports entre les régimes d'historicité développés par ces différents groupes et que ces régimes d'historicité, d'une certaine façon, se répondaient et s'ajustaient les unes aux autres. Donc, du coup, j'ai commencé, peu de temps après, à travailler beaucoup plus sur, non pas dans une perspective d'histoire objective, qui était celle dans laquelle je travaillais aussi, pour tout simplement mettre au jour les grandes lignes de l'histoire telle que nous la concevons, l'histoire de cette région. J'ai commencé à travailler sur les conceptualisations indigènes qu'avaient ces différents groupes de leur passé. Et j'étais d'autant plus poussée dans cette direction que je me suis rendu compte que les Achuar avaient un rapport très curieux, en tout cas à mes yeux, très curieux à leur passé, en ce sens qu'ils niaient
toute idée d'une continuité linéaire entre ce qu'ils avaient été, ou les occupants de leur territoire antérieur, et ce qu'ils étaient maintenant. Autrement dit, les très nombreux restes archéologiques qu'on trouvait disséminés dans leur territoire, ils refusaient d'admettre que ça avait un quelconque rapport avec eux. Et que tout ça était attribué à une humanité semi-mythique, d'ailleurs, qui n'avait pas de rapport organique essentiel, comme nous dirions, avec ce qu'ils étaient. Et évidemment, ce déni de continuité qui va droit à l'encontre de nos propres présupposés identitaires, d'une certaine façon, puisque c'était aussi une des grandes raisons pour lesquelles on était poussé à travailler sur l'histoire, c'était que l'histoire, une société qui n'a pas d'histoire est vulnérable, elle est victime, elle est beaucoup plus dominable, si j'ose dire, tant qu'elle n'a pas pris conscience de son histoire. Or, les Achuars allaient exactement dans le sens contraire. Et du coup, évidemment, ça m'intriguait beaucoup. Et j'ai consacré, alors là, pour le coup, pas mal d'articles à explorer cette question. Un article qui est paru dans Terrain, qui s'appelait La mémoire des meurtres, l'oubli des morts et la mémoire des meurtres, en particulier. Un long chapitre qui s'appelait Sick of History, que j'ai écrit dans un ouvrage collectif édité par Heckenberger et Carlos Fausto, qui tournait autour de la question de... l'article de Terrain tournait autour de la question suivante. Les Jivaros faisaient énormément d'efforts pour oublier leurs morts, et de fait, il était difficile d'amener les gens à parler, même et c'est pas qu'il y avait un interdit sur les noms, c'est simplement, littéralement, qu'ils ne s'en souvenaient pas voire de leurs grands-parents, de gens décédés dans la génération G+2, comme on dit. Mais en revanche, se souvenaient très très bien des meurtres et de qui était responsable des homicides. Donc cette espèce de dialectique entre une mémoire très longue de la vengeance, en somme, et un oubli apparemment et une relative indifférence à ses propres morts était évidemment de nature à m'intriguer beaucoup. Et c'est aussi quelque chose, évidemment, quand on travaille sur les régimes d'historicité, touche forcément aux questions de la mémoire, des formes de la mémoire collective, de la mémoire et de la mémoire individuelle. Et sur le terrain, j'avais été aussi très frappée par, évidemment, le terrain. On a eu le malheur de vivre plusieurs décès. Des enfants, des adultes, etc., quand nous étions sur le terrain. Et j'avais été très bouleversée par ce que je percevais de la manière dont les Achuars géraient leur rapport aux morts. Et en particulier des efforts inouïs qu'ils déployaient pour déclarer, pour dire aux morts, lui faire savoir qu'ils n'étaient plus leur enfant, leur fils, leur mère, que sais-je, qu'il fallait qu'ils ne les voient plus réciproquement. D'ailleurs, les rituels funéraires Achuars étaient assez rudes parce que, en particulier, il fallait se mettre du jus de tabac vert dans les yeux, ce qui rend de facto aveugle pendant plusieurs heures, et de manière à ne pas voir, à ne plus voir le mort. Il fallait s'empêcher de rêver à lui, donc dormir le moins possible, et constamment lui dire « tu ne me vois plus, moi je ne te vois plus, tu ne peux plus me parler, je ne peux plus te parler », etc. Donc cet énorme travail de
coupure, en somme, du rapport avec le mort. Et ça a été la matière d'un article que j'ai écrit dans ce qui s'appelait encore à l'époque Man, qui est devenu le Journal of Royal Anthropological Institute, qui s'appelait Remembering to Forget, et qui était justement centré sur cette dialectique très étrange où on se souvenait des morts par le travail d'oubli auquel on les soumettait. Parce qu'évidemment, se forcer à oublier, c'est une très bonne façon, en réalité, d'une certaine façon, de se souvenir. Mais de se souvenir de quoi exactement? Non pas justement de la figure, de l'apparence du mort, mais de son absence, de cette espèce de halo d'absence. Ce dont on se souvient, c'est un halo, en fait. C'est un trou, c'est une béance. Et voilà, donc ce travail de mémoire très particulier m'a évidemment beaucoup travaillé aussi. Un autre domaine sur lequel j'ai travaillé en parallèle, et ça dès mon retour dès mon retour du terrain, c'est des questions de parenté et peut-être plus généralement de morphologie sociale. Un de mes premiers articles portait sur le système de mariage Hatchoir et ses variations, et en particulier une question qui, à vrai dire, était au fond assez inhabituelle à l'époque, qui était de m'interroger sur les exceptions à la règle. Les Hatchoirs avaient un système de mariage classiquement dravidien, mariage théoriquement prescriptif avec, entre cousins croisés bilatéraux, proches. Mais cela dit, il y avait évidemment beaucoup comme toujours, beaucoup de mariages qui échappaient à cette règle. D'habitude, on tend à considérer ces mariages hors règle comme étant simplement du bruit dans le système. Et du coup, ce que j'ai fait dans cet article était d'essayer de montrer que, loin d'être du bruit, en fait, ces exceptions permettaient le fonctionnement du système, d'une certaine façon. Donc, rétrospectivement, c'était un article probablement beaucoup trop furieusement et férocement structuraliste, et un peu trop ficelé, trop fermé d'une certaine façon. Néanmoins, je pense que l'idée n'était pas dénuée d'intérêt, et surtout, elle m'a amené à travailler dans la même direction, au fond, à une échelle beaucoup plus grande, en traitant l'ensemble des systèmes de parenté de tous les groupes Jivaro comme un seul groupe de transformation, et d'essayer de comprendre comment on passait des Hatchoirs aux Chouars, des Chouars aux Awaruna, Awahun, et même aux Kandoshi, étudiés par Alexandre Soulaïès, et qui, a priori, ont un système très différent. Toujours dans... à vrai dire, j'ai beaucoup écrit sur cette question, mais relativement peu publié, sauf un chapitre dans un livre édité par Trautmann et Godelier sur les systèmes de parenté dravidiens, justement, où j'essayais d'explorer comment on passait d'une formule dravidienne simple incarnée par les Hatchoirs à ce que j'ai appelé du dravidien complexe, qui était une sorte de forme intermédiaire entre ce qu'on appelait classiquement des systèmes complexes et des systèmes dravidiens, et comment on pouvait passer de l'un à l'autre. Ces écritures ont pas mal circulé sous forme de samizdat, en fait, et ont été pas mal discutées entre collègues. Par la suite, là encore, un peu de la même façon que j'ai basculé d'un point de vue extérieur, objectif, vers un point de vue plus intérieur, je me suis beaucoup intéressée aux conceptualisations
locale ou conceptualisation indigène des rapports de parenté et des rapports entre les sexes. En produisant plusieurs papiers sur la question, dont un qui était paru dans l'Homme qui s'appelait Le sexe de la proie, où j'essayais de comprendre quelle était au fond la logique symbolique nichée dans les représentations Hatchoir de qu'est-ce que c'était un rapport entre des parents et des enfants, un rapport de maternité, un rapport de paternité, des rapports entre germains et ainsi de suite. Question que j'ai ensuite élargie à la question des rapports entre les sexes. J'avais été effectivement assez frappée sur le terrain par le fait que les rapports entre les sexes étaient conçus comme des rapports littéralement entre des espèces différentes. Comme le formulait un jeune homme qui baragouinait un tout petit peu l'espagnol, il me disait « Son dos razas distintas ». C'est deux races. Et du coup, et en même temps, évidemment, les femmes avaient beau être du point de vue des hommes autre chose que ce qu'ils étaient, elles étaient d'une race distincte, elles finissaient par être familiarisées, par devenir des mères, donc des congénères et des fabricatrices de congénérité, si j'ose dire, mais il n'empêche que les deux sexes avaient une éthologie, un corps foncièrement différent. Et donc cette question-là des rapports entre les sexes m'a pas mal occupée. J'ai écrit un papier, là encore un chapitre, par exemple, un chapitre dans un livre édité par Irène Théry qui s'appelle « Ce que le genre fait à la personne », où j'ai essayé un autre article qui s'appelle « Les femmes sont-elles des non-humains comme les autres ?» qui traite justement de ce problème, et plusieurs autres. Et la question de la sexualité a continué à m'intéresser. Il se trouve que, beaucoup plus récemment, à l'occasion d'un numéro spécial de... exactement, Emmanuel Grimaud, moi et Agnès Giard, on avait eu l'idée de faire un numéro spécial de terrain sur la question de l'orgasme. Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme ? Qu'est-ce que ça veut dire dans différentes sociétés ? Comment c'est conçu ? Qu'est-ce que ça fait au monde ? Etc. Et donc, on avait écrit une longue introduction à ce numéro, et j'ai repris des éléments de cette introduction pour les pousser plus loin dans une perspective américaniste sur qu'est-ce que c'est la sexualité dans des sociétés amazoniennes, qui a été par la suite publié en espagnol en Argentine et en Amérique du Sud, en Équateur.